Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après cette longue intro à Londres et on y restera tout le mois de juillet dans une série de 5 épisodes. Un carnet de voyage un peu tardif puisque ces images ont été tournées en septembre 2025. Mais comme le mois de juillet était très calme en événements histo, je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager notre aventure londonienne, ma première fois dans cette ville. Si vous avez regardé le premier épisode de cette série, vous savez donc que l'on a eu quelques soucis d'hébergement avec l'hôte qui a annulé notre hébergement juste avant que l'on décolle. Nous sommes donc le lendemain, le mardi de cette aventure et le programme était bien chargé. Bon, un peu comme toutes ces vacances, me direz-vous. C'est Laïe qui a tout organisé et planifié. Un énorme merci à elle car c'était un voyage incroyable. On a vu tellement d'expos super chouettes. Et en ce mardi matin, nous commençons par la visite de la Tour de Londres qui est un incontournable si vous venez par ici. Bien que l'entrée coûte très cher, c'est à faire au moins une fois. On le savait pas encore, mais c'est très très grand et il y a moyen d'y passer une journée entière. Et c'est surtout un lieu rempli d'histoire. Imagine, tu bosses là. Désolée, j'arrête pas de parler alors que tu fais des vidéos. Non, mais t'inquiète. Un château à la réputation des plus sombres car des rois, des reines et des traîtres déchus furent envoyés à la tour et elle a servi de forteresse, de palais, de prison, d'arsenal et de zoo. Mais pour comprendre tout ça, revenons un peu en arrière. L'histoire de la Tour de Londres commence après la conquête normande de l'Angleterre et fut construite par Guillaume le Conquérant qui, à l'âge de 8 ans, prit le titre de duc à la mort de son père. Il profita de la crise de succession en Angleterre pour traverser la Manche et gagner la célèbre bataille d'Hastings et fut couronné roi d'Angleterre à ce moment. Conscient de la nécessité de consolider son pouvoir dans une ville aussi stratégique que Londres, il ordonna la construction d'une forteresse imposante sur la rive nord de la Tamise. C'est ainsi qu'autour de l'an 1078 commença la construction de ce que nous appelons aujourd'hui la Tour Blanche. Ce noyau central fut construit avec de la pierre calcaire provenant de Normandie, symbolisant la domination normande sur les anglo-saxons. Elle était si imposante et résistante qu'elle intimidait les Londoniens et avec le temps, elle devint le centre du complexe fortifié. On y accédait par un escalier en bois situé sur le côté sud qui menait au premier étage. Celui-ci était protégé par une courte tour au XIIe siècle qui sera malheureusement détruite en 1674. À l'époque, ce donjon était le plus important de Londres, mais ce n'était pas le seul. Les médiévistes indiquent que cette période fut la plus prolifique en construction défensive de toute l'Europe féodale. Un peu partout, des donjons apparaissaient, des châteaux furent construits. À sa mort en 1087, il léguera à son fils aîné son royaume et à son second le duché de Normandie, le troisième succédant au premier quelques années plus tard. À la fin du XIIe siècle, sous le règne de Richard Cœur de Lion, les défenses furent encore renforcées. Bien que le roi passât la majeure partie de son règne en croisade, il laissa des instructions pour fortifier la tour. On construisit aussi la chambre des joyaux, un bâtiment destiné à protéger les joyaux de la couronne, tradition toujours en vigueur aujourd'hui. Le XIIIe siècle fut une période d'instabilité lors de la fuite du roi Jean d'Angleterre. Face à une rébellion en 1216, il est dit qu'il perdit les joyaux de la couronne dans les marais de la Tamise. Cette perte fut perçue comme un signe de faiblesse du monarque, dont le règne se termina, vous pouvez en conclure, en désastre.
En 1381, lors de la révolte des paysans, les insurgés réussirent à rentrer dans la tour. Dans un acte symbolique et brutal, l'archevêque Simon Sudbury fut décapité à l'intérieur. Cet événement montra que même les murs les plus solides ne pouvaient contenir le mécontentement du peuple. Mais tout ceci n'est que le début, car au XVe et XVIe siècle, l'histoire de la Tour de Londres devint le théâtre de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire anglaise. En 1483, Richard III fit enfermer ses neveux, les princes Édouard et Richard, héritiers légitimes du trône et connus dès lors sous le nom de princes de la Tour. On n'entendit plus jamais parler des jeunes garçons, âgés de 12 et 9 ans respectivement, bien que tout le monde pensât qu'ils furent assassinés sur ordre de leur oncle. L'absence de preuves tangibles concernant le destin des princes a poussé à l'émission de nombreuses théories. La plus commune demeure celle relative à leur assassinat peu après leur disparition, et la plupart des historiens ou auteurs qui acceptent la thèse du meurtre considèrent qu'ils ont été mis à mort sur ordre de Richard III. D'autres pensent qu'ils se sont échappés, d'autres qu'ils ont changé de nom, car aucun ossement ou en tout cas preuve de leur décès n'a été rapporté. Il y a bien en 1674, soit 190 ans plus tard, des ouvriers qui participaient à la rénovation de la Tour de Londres qui extirpent des décombres une caisse en bois, auparavant enfouie et contenant 2 minces squelettes humains. Les ossements sont découverts enterrés à 10 pieds de profondeur sous l'escalier conduisant à la chapelle de la Tour Blanche. La raison pour laquelle ceux de 1674 sont attribués aux princes s'explique par le fait que leur localisation correspond en grande partie avec les informations fournies par Thomas More. Pourtant, More a aussi prétendu dans son récit que les cadavres avaient été déplacés autre part, ce qui vient affaiblir l'hypothèse que les os extraits en 1674 sont bien ceux d'Édouard V et de Richard. Je vous laisse réfléchir à tout ça et vous pouvez me donner votre théorie ou vos intuitions en commentaire. Sous le règne des Tudors, notamment d'Henri VIII, la tour devint un lieu redouté par la noblesse. Notamment Anne Boleyn, seconde épouse du roi, fut exécutée en 1536 après avoir été accusée d'adultère et de trahison. D'autres nobles et épouses subirent le même sort, tels que Catherine Howard. Ah, torture, c'est le bleu et on n'est pas loin. On est là. C'est là. On est là et c'est là. La peur d'être enfermé dans la tour était bien réelle, car peu en ressortaient vivants. Il peut sembler étrange de retrouver les mots torture, complot et zoo dans l'histoire de la Tour de Londres, mais c'est bien le cas. En 1605, Guy Fawkes et ses complices furent emprisonnés et torturés dans la tour après l'échec de la conspiration des Poudres, dont l'objectif était de faire exploser le Parlement et d'assassiner le roi Jacques Ier. Parmi les personnages de haut rang qui furent exécutés à la Tour de Londres, citons par exemple William Hastings, baron d'Hastings, en 1483, Thomas More, 1535, Anne Boleyn, reine consort en 1536, Margaret Pole, comtesse de Salisbury, 1541, Jane Boleyn, vicomtesse de Rochefort, 1542, Catherine Howard, reine consort en 1542, Jane Grey, reine, 1554, Robert Devereux, comte d'Essex en 1601. Durant la Première Guerre mondiale, la tour a servi de tribunal pour le jugement de 8 personnes accusées d'espionnage. Le procès a eu lieu à huis clos et ils furent condamnés à mort. Ils ont été fusillés. Seul fait marquant purement militaire est une bombe qui est tombée dans les douves, mais elle ne fit pas de dégâts particuliers. Durant la Seconde Guerre mondiale cependant, la tour a servi de prison, comme souvent dans son histoire.
Le dernier prisonnier d'État de la tour fut Rudolf Hess, qui séjourna ici pendant 4 jours en 1941. Quant au dernier exécuté, il s'agit de l'espion allemand Joseph Jacobs, fusillé le 14 août 1941. Le 23 septembre 1940, Londres subit la pire destruction de son histoire. On l'a d'ailleurs appelé le Blitz. Durant la nuit, les avions allemands bombardèrent la capitale sans discontinuer. Bien sûr, la tour subit de nombreux dégâts, mais rien qui ne fût irréparable puisqu'une fois la guerre terminée, on reconstruisit les tours impactées et elle reprit son aspect d'avant-guerre. Un autre élément est à prendre en compte lorsque l'on parle de la tour de Londres. Durant les XVIe et XVIIe siècles, c'est le développement de l'artillerie. L'artillerie est un outil militaire qui apparaît à ce moment-là ou tout du moins qui se développe de façon conséquente. Les progrès en la matière sont assez fabuleux et l'armée possédant les canons les plus efficaces parvient sans trop de peine à gagner des places fortes réputées autrefois imprenables. Pour faire face à ces dangers, les monarques des grands pays durent adapter leurs forteresses. Or, les progrès techniques de l'artillerie allèrent plus vite que les modifications des forteresses, bien plus lourdes et coûteuses à faire. La tour restait un lieu de détention pour les ennemis de l'État, mais elle commença aussi à avoir d'autres fonctions, comme un zoo qui fut aménagé et on pouvait y découvrir des léopards, des lions, un éléphant et même un ours polaire qui y résidait à un moment. Généralement offert comme des cadeaux diplomatiques, la ménagerie de la tour ne fermera ses portes qu'en 1835. Les personnes que l'on voit en costume tirent leur surnom de Beef Eaters, les mangeurs de viande, dès 1509. On imagine que leur surnom vient du fait qu'étant les gardiens de la plus importante tour d'Angleterre, ils se devaient d'être en forme et donc bien nourris. D'où la possibilité pour eux de manger plus de viande que le reste de la population. Mais ça pourrait aussi être dû au fait que c'étaient les gardiens des corbeaux de la tour. Et dans ce cas-là, les mangeurs de viande, c'était les corbeaux et pas les gardiens. Ils s'occupent aussi des fameux corbeaux de la tour de Londres, ainsi que de la cérémonie des clés qui a lieu tous les soirs. Mais vous allez me dire pourquoi il y a des corbeaux. La légende remonte au règne du roi Charles II. Le vol des corbeaux commençait à interférer avec le travail de l'astronome royal John Flamsteed, qui effectuait ses observations quotidiennes avec un télescope situé dans l'observatoire de la Tour Blanche. Le roi Charles, qui en avait marre des déjections d'oiseaux sur les terrains autour de la tour, ordonna à l'origine que les corbeaux fussent tués, mais on lui déconseilla de mettre cet ordre à exécution, car, je cite, « Si les corbeaux quittaient la tour de Londres, la couronne tombera et la Grande-Bretagne avec elle. » Bon, on est d'accord, je pense que c'était un chouïa exagéré, mais bon, dans le doute, vaut mieux prendre des précautions. Du coup, par pragmatisme, le roi Charles annula son ordre d'extermination des corbeaux. Il fit installer l'observatoire royal à Greenwich, à quelques kilomètres de là, et ordonna que les ailes des corbeaux soient coupées pour être sûr de les garder à la tour. Au cours des siècles, les corbeaux captifs ont été associés à cette légende. Pour l'anecdote, la population de corbeaux a failli disparaître une seule fois dans l'histoire de la Tour de Londres. C'était durant la Seconde Guerre mondiale, une période durant laquelle seul un corbeau vivait. Bien sûr, les responsables parvinrent rapidement à compléter le groupe et la Grande-Bretagne fut sauvée.
Après cette longue visite, nous sommes partis direction Angel Costume. Laïe a réussi par je ne sais quel miracle à avoir un créneau de visite. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une petite quinzaine de places de disponibles à certains moments de l'année. Vous ne connaissez peut-être pas l'entreprise en elle-même, mais je suis certaine que vous connaissez les costumes des films dans lesquels ils sont apparus. L'entreprise a été fondée dans les années 1840 et va littéralement habiller tout le cinéma. La compagnie Angels a réalisé entre autres depuis 1948 les costumes de 35 films oscarisés avec notamment ceux de Alice au pays des merveilles et plus récemment le Grand Budapest Hotel. Pour la petite histoire, c'est en 1813 qu'un jeune tailleur originaire de Francfort, se nommant Daniel Angel, arriva à Londres sans presque parler un mot d'anglais. Il installa une charrette pour vendre des vêtements d'occasion et plus tard, avec son fils, Maurice, ils ouvrirent une boutique de vêtements de seconde main, proposant ainsi des vêtements de bonne qualité à prix abordable. Par la suite, lorsqu'un acteur lui demanda s'il pouvait louer un costume plutôt que de l'acheter, l'activité de location connut un essor considérable. Maurice et son fils Daniel, de la troisième génération, s'installèrent à la fin des années 1880 et Daniel y ouvrit un atelier de confection sur mesure. La qualité et le style des vêtements étaient exceptionnels et bientôt les directeurs de théâtre firent appel à ses services pour leur production. À la fin des années 1920, après l'incendie qui ravagea le musée Madame Tussaud, la société Angels rhabilla toutes les statues de cire et fournit un uniforme et livré au personnel. De 1940 à 1945, Angels fournit également des uniformes de cérémonie à l'armée française libre et à l'ENSA, la troupe de divertissement de l'armée. À présent, l'entreprise s'est énormément développée et on peut y trouver un service de location de costumes, une salle de préparation, des ateliers de confection de costumes, des zones de préparation et un ensemble de 15 bureaux de stylistes, ainsi que plus de 13 km de portants à costumes. La visite se fait bien entendu intégralement en anglais, il faut donc avoir les bases afin de comprendre, mais si vous êtes intéressé par les costumes en général, pas de panique, rien que de voir tous ces étalages de costumes, ça fait rêver. Ah bah ouais. Meuf, on s'est fait spoiler les prochains trucs d'Harry Potter. Harry Potter. Il y avait Harry Potter, Blood of My Blood, il y avait plein d'autres trucs, hein. L'âge de l'innocent. Et après la visite de l'entreprise et surtout de tous ces portants à costumes, on passe ensuite à la partie un peu plus exposition, avec les costumes réalisés les plus notables ainsi qu'une jolie malle ancienne avec des pièces d'époque. On aperçoit ici une magnifique reproduction d'une robe de 1860, caractérisée par sa crinoline ronde ainsi que ses manches pagodes. On y voit des détails de franges que je me suis gardé dans un coin de la tête car je trouve cette idée très belle. À cette robe est posée une châtelaine au niveau de la ceinture. Et comme je suis une personne qui fait que à moitié son boulot ou qui a juste voulu profiter de l'expo, je n'ai pas pris de notes concernant les films ou séries dans lesquelles ces robes sont extraites, alors mes excuses par avance. Il me semble que la blanche que l'on aperçoit au départ et la violette font partie de la série Victoria.
Dans un coin reculé, probablement pour ne pas avoir trop de lumière sur la robe, se cachent 2 costumes de la série The Crown, dont la sublime reproduction de la robe de couronnement d'Élisabeth II. Et d'ailleurs, après avoir vu cette reproduction, je suis trop heureuse de vous annoncer que d'ici 2 mois, nous retournons à Londres avec Laïe, et elle a encore frappé fort puisqu'elle nous a réservé les dernières places pour l'exposition sur la garde-robe de la reine Élisabeth II, et on pourra donc notamment admirer la vraie robe qui a été portée lors de la cérémonie. Juste en face des robes à crinoline, il y avait une partie des costumes du film Wicked que je n'ai toujours pas vu, mais qui, au vu des costumes, me tente grandement à présent. Attends de voir le logement. Ouais, on va y aller. Ça, tu vois, tu trouves ça sur internet, tu mets 2 rangs. Ouais, Et ça fait tout son effet. Après ces 2 visites, nous avons découvert notre logement bien mérité. Puis nous sommes ressortis pour aller se trouver un petit restaurant dans le coin. On a pris la direction du Covent Garden et finalement on a craqué pour aller dans une chaîne de type Check, l'équivalent du McDo en France. Alors oui, c'est pas vraiment de la découverte gastronomique, mais après toutes ces émotions, on avait juste envie de manger un bon gros burger pour oublier tout ça. J'espère en tout cas que cette première partie de Londres vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures londoniennes. D'ici là, portez-vous bien. En 1605, Guy Fawkes. En 1600
En 1605... En 1600... Non, je vais jamais y arriver, putain.